C'était la pire scène à laquelle j'ai jamais assisté. Avant même d'entrer dans la résidence, on pouvait sentir la décomposition. Dans une maison de banlieue tranquille à Waukesha, dans le Wisconsin, les enquêteurs entrent dans une scène digne d'un film d'horreur. À mon arrivée, nous savions que 2 corps avaient été retrouvés. Nous avons immédiatement demandé où est leur enfant. Retrouveront-ils le corps? 2 ont été trouvés, un 3e est possible. Aussi terrifiante que soit cette situation, cette affaire devient quelque chose de bien plus grand et plus sombre. Une fois que vous êtes derrière le rideau, il est très difficile de savoir ce qui se passe là-bas, ce qui rend ces choses si puissantes et potentiellement dangereuses. Au départ, tout a vraiment commencé par un appel et c'est là que nous avons vraiment commencé à chercher ce qui s'était passé. L'appel vient de la grand-mère de Nikita Kassap, âgée de 17 ans. Elle s'inquiète pour lui. Elle est préoccupée. Elle ne sait pas où il est. Lorsque la grand-mère de Nikita a signalé qu'il n'allait pas à l'école et qu'il avait disparu, nous avons également reçu un rapport du district scolaire de Waukesha au même moment. C'est alors que nous avons commencé à examiner la situation. La grand-mère de Nikita dit aussi à la police qu'elle a un étrange pressentiment concernant son fils, Donald Mayer. C'est le beau-père de Nikita. Apparemment, il ne se sentait pas bien. Donald lui a envoyé des messages. Elle le trouve un peu bizarre, mais sans inquiétude. Il est malade et se comporte étrangement. Ma première intervention a eu lieu le 28 février 2025. Les services du shérif du comté de Waukesha m'ont appelé et m'a donné quelques informations sur les faits. Et à partir de là, je me suis rendue sur les lieux. C'était la pire scène à laquelle j'ai jamais assisté. Avant même d'entrer dans la résidence, on pouvait sentir la décomposition. En entrant, les enquêteurs ont découvert une maison de l'horreur. Tatiana a été touchée par balle à plusieurs reprises. Elle avait été couverte de nombreuses couvertures et serviettes. Vers l'avant de la maison, il y avait un petit bureau et c'est là que Donald se trouvait. Et encore une fois, il était aussi recouvert de couvertures et de serviettes. Il semblait qu'il avait peut-être été à son bureau ou qu'il faisait un certain type de travail là-bas. Il y avait des bougies près du corps de Donald Mayer. Elles n'étaient pas allumées quand je suis arrivée. Elles étaient éteintes, mais il semblait qu'elles avaient déjà été allumées auparavant. Une fois que nous avons pu retirer certaines couvertures et vêtements de Don, on pouvait voir qu'il avait une blessure à la tête, une blessure très grave à la tête. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tas de vêtements, de couvertures, en plus de les endroits où se trouvaient les 2 personnes décédées. Et ce qui m'inquiétait, c'était de savoir si le fils de 17 ans se trouvait quelque part sous ses couvertures ou ses vêtements, ou si le chien de la famille, décédé, était également caché. Nous avons immédiatement demandé où est leur enfant? Que se passe-t-il? Et nous pensions tous, est-ce que l'enfant a été enlevé? Est-ce qu'il s'est enfui? Vont-ils trouver le corps? Est-il juste dans la maison? Ils en ont trouvé 2, peut-être un 3e. Quand ils sont entrés pour la première fois, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un cambriolage. Les tableaux étaient décrochés des murs, les lits étaient séparés des sommiers. En entrant dans les placards, tous les vêtements étaient retombés et éparpillés au sol. Cela ressemblait vraiment à une effraction, comme si quelqu'un avait cambriolé la maison. Il y a aussi un autre petit espace de travail à l'étage où des papiers ont été sortis. Nous avons trouvé les papiers d'une arme de poing, mais pas l'arme elle-même dans la maison. Est-ce qu'un suspect a trouvé une arme de poing et l'a utilisée contre la famille? Au fil de la nuit, nous avons déterminé qu'il n'y avait pas d'autres victimes dans la maison. Tout cela se passe lors d'une paisible journée d'hiver, dans un endroit où les meurtres, et surtout les doubles meurtres, sont très rares. Waukesha est un endroit très sûr. C'est une partie plutôt aisée de l'État. C'est une ville très typique du Midwest. C'est une ville très ouverte. Les gens sont très sympathiques. C'est vraiment le cadre le plus typique d'une petite ville américaine. Mais quelque chose a clairement très mal tourné dans cette ville idyllique. Est-ce que quelqu'un en voulait à cette famille? Ont-ils été pris pour cible?
Eh bien, il s'avère que leur histoire est très inhabituelle. Tout d'abord, Nikita et sa mère viennent du pays d'Europe de l'Est, la Moldavie. La Moldavie se trouve juste au nord de la mer Noire, à côté de la Roumanie, juste au sud-ouest de l'Ukraine. Nikita et sa mère vivaient en Moldavie et ils sont venus aux États-Unis quand il avait 7 ans. Et sa mère a rencontré Donald et a déménagé ici. Ils se sont mariés et Donald l'a vraiment accueilli et l'a traité comme son propre fils. Il excellait à l'école, il appréciait beaucoup les études. Il a en quelque sorte été transplanté directement dans le rêve américain et a grandi dans une belle maison, dans un beau quartier, en allant dans une bonne école. 2 questions. Où était Nikita maintenant et qu'est-il arrivé à sa famille? Nous avions reçu plusieurs demandes pour vérifier que tout allait bien et nous avions appris que, vous savez, Nikita n'était pas allé à l'école, Don n'était pas allé au travail. Nikita n'avait auparavant jamais manqué l'école et maintenant il ne vient plus du tout. La dernière fois qu'il était physiquement à l'école, c'était le 11. Je crois que quelques-uns de ses professeurs l'ont contacté et il a répondu qu'il était malade. Ils ont dit qu'il devait demander à un parent d'appeler l'école, mais personne ne l'a fait. Quand Don a-t-il été vu pour la dernière fois? Quand était-il au travail pour la dernière fois? Son employeur a-t-il eu des contacts avec lui? Donald travaillait vraiment depuis chez lui. Je pense qu'il allait très rarement à son bureau. Alors que son patron essayait de joindre son employé, il recevait des réponses par SMS ou par email disant « Vous savez, je suis malade ». Quand son patron voulait lui parler, je crois qu'il a commencé à répondre qu'il n'avait plus de voix et qu'il ne pouvait donc pas parler. Il envoyait des messages au travail depuis le 11 et les messages n'avaient pas toujours de sens. Il trouvait de mauvaises excuses, comme dire qu'il avait une conjonctivite, puis il disait que sa gorge lui faisait mal. Et donc les symptômes ne correspondaient pas toujours au diagnostic. Nous avons également reçu des informations de la caméra de surveillance des voisins, ce qui nous a permis de restreindre l'heure du décès, car nous avons vu quand les voitures de Donald et Tatiana ont été vues pour la dernière fois en train de quitter et de revenir à la résidence. Mais c'est l'un de ces cas où la police se bat contre la montre. Qu'est-il arrivé à Nikita? Il n'est pas là, le chien n'est pas là non plus. A-t-il été enlevé? Était-ce pour de l'argent? Nikita n'était pas à la résidence. Alors, était-il une victime ou un suspect? Nous savions qu'il manquait un véhicule à la résidence. Tout montrait qu'il se passait quelque chose ici. Quelque chose clochait. Les enquêteurs cherchent Nikita, disparu depuis le 11 février. Nous sommes le 28, soit plus de 2 semaines sans nouvelles. Et nous avons commencé à comprendre cette nuit-là que nous pensions que Nikita était parti avec le véhicule de Meyer, qu'il était parti avec ce véhicule. Nous avons commencé à faire des localisations d'urgence sur le téléphone de Nikita et nous avons effectivement reçu des informations de localisation d'urgence en provenance de Waukesha. Nous avons reçu un signal se dirigeant vers le sud dans l'Illinois. Ensuite, nous l'avons vu partir vers l'ouest à travers l'Iowa, le Colorado, le Wyoming et je crois jusqu'au Kansas. Il est allé au plus grand relais routier mondial, dans l'Iowa. Je pensais que c'était Un choix intéressant. Nikita s'est arrêté sur une aire de repos le 24 février. On aurait presque dit qu'il faisait du tourisme. Il a 17 ans et il n'a pas de permis de conduire, donc il traverse le pays en voiture sans permis. Et puis il a fini par arriver au Kansas. Ce qui a fini par le faire attraper, c'est sa façon de conduire. Il ne s'est pas complètement arrêté à un stop. Littéralement, la raison du contrôle routier, c'est qu'il a grillé un stop. Il vérifie la plaque d'immatriculation. Le service du shérif du comté de Waukesha venait d'enregistrer cette plaque dans le système, la voiture étant supposée voler. Et donc, le timing était parfait. Je veux dire, s'il avait fait ça la veille, je suis sûre qu'il aurait juste eu une contravention et il serait reparti. C'était clairement un coup de chance dans notre enquête auquel nous ne nous attendions pas. Vu les circonstances et le contrôle aléatoire ayant mené à l'arrestation de Nikita, c'est une chance que tout se soit terminé ainsi. Alors la police obtient un mandat pour fouiller la voiture de Nikita Kassap. Et ce qu'ils trouvent est à la fois choquant et déroutant. Il y avait certaines choses qui ont été trouvées dans la voiture lorsque Nikita a été contrôlé, y compris un revolver de calibre 357. En plus de cela, il y avait des vêtements qui sentaient l'odeur de la décomposition. Il y avait une Bible.
De l'argent liquide, des bijoux et des appareils électroniques ont été retrouvés dans le véhicule. Il y avait des albums photos, ce que j'ai trouvé très intéressant, contenant des photos de lui et de sa famille. Nous avons également trouvé les certificats de naissance de Nikita et de sa mère. Il y avait quelques appareils photos, donc je ne sais pas s'il pensait qu'ils contenaient des preuves. Aussi des ordinateurs portables anciens, de l'électronique et des téléphones portables. C'était juste des affaires très hétéroclites qu'il avait avec lui. Il emmenait le chien avec lui lors de ses voyages en voiture. Je pense que le chien était la seule présence qui lui restait, quelqu'un qui pouvait le réconforter, quelqu'un de familier pour lui. Il ne voulait sans doute pas être seul, ni laisser le chien seul. J'étais ravie que le chien soit encore vivant. Dans l'un des appareils photos, les enquêteurs trouvent cette carte mémoire qui contient des images vraiment troublantes. Les corps de sa mère et de son beau-père étaient présents, entourés de bougies disposées étrangement et enveloppées dans des couvertures. Il semblait, d'après les photos, qu'il y avait une sorte de fascination pour leur mort et que ce comportement était jugé extrêmement préoccupant. Je pense que la raison des bougies et des couvertures, c'est qu'il pouvait y avoir un élément rituel là-dedans. En plus de cela, une vidéo a été retrouvée dans laquelle Nikita peut être entendue au téléphone en train de parler du corps de son beau-père, disant qu'on peut voir son corps pourri juste là. Donc, alors qu'il est dans la maison avec son beau-père, il fait des commentaires sur la façon dont son corps est en train de se décomposer. C'est incroyable à dire, mais il semble que Nikita Kassap vivait dans cette maison avec les corps en décomposition de ses parents pendant plus de 2 semaines. Je crois qu'il restait principalement au sous-sol de la maison. On aurait dit une sorte de coin télé avec un canapé et des couvertures, et je pense qu'il essayait d'éviter d'être à l'étage principal où se trouvaient à la fois sa mère et Donald. Alors que la police reconstitue ce qui s'est exactement passé au cours de ces 2 dernières semaines et demie, tous les indices désignent désormais Nikita comme l'auteur de ces meurtres. Je crois qu'il a tué Don en premier, puis il a attendu que Tatiana rentre à la maison. Elle portait encore son manteau d'hiver, venant tout juste de rentrer. Je pense qu'il était assez évident qu'il avait un plan et qu'il a mis ce plan à exécution pour tuer ses parents. Il a vraiment exécuté ses parents. Il leur a tendu une embuscade. Il a tiré sur Don à l'arrière de la tête et il a tiré sur sa mère, je crois, à un moment donné à travers la gorge. Il laisse sa mère là où elle est tombée et il laisse Donald là où il est tombé, puis il les recouvre simplement avec des couvertures et vit avec eux. Et ce qui me fait encore plus froid dans le dos, c'est qu'il appelle lui-même l'école pour signaler son absence. Il se fait passer pour Donald auprès de l'employeur de Donald. Il fait semblant d'être Donald auprès de sa mère, qui est en réalité sa grand-mère. Il couvre ses traces et il agit normalement. Nikita a fait les courses, acheté de la restauration rapide chez Culver's, promené le chien, sorti les poubelles et pelleté l'allée. Il a fait toutes les choses normales que quelqu'un ferait au quotidien, mais avec ses parents morts dans la maison. Ce n'est pas qu'il les a simplement tués puis s'est enfui, il les a tués et a vécu avec eux. Et je ne sais pas, il marchait sur sa mère tous les jours, il passait devant Don tous les jours et ils étaient morts. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce que la police pensait être un cambrioleur à la recherche de butin semble en réalité être Nikita élaborant un plan. Nous avons vu des enveloppes d'argent sur le comptoir, donc je pense qu'ils savaient qu'ils gardèrent de l'argent liquide chez eux, et je pense que c'est pour ça qu'ils fouillaient la maison. Je crois qu'ils cherchaient aussi des objets de valeur, comme des bijoux, pensant que beaucoup cachent des coffres forts derrière leurs grands tableaux. Donc, nous avons pensé que c'est peut-être pour ça qu'il a enlevé les tableaux du mur, pour voir s'il y avait quelque chose derrière, ou peut-être si quelque chose était scotché derrière les tableaux. Il faisait cela chaque jour. Pendant 2 semaines, il a fouillé la maison de fond en comble et tout inspecté. Et à ce moment-là, on en vient à la question du pourquoi. Pourquoi a-t-il tué sa mère et son beau-père? Et c'est un peu le nœud de toute cette histoire, parce que de l'extérieur, on dirait que ça va être une affaire simple et évidente. Aussi terrible que cela semble, Nikita ne serait pas la première à tuer ses parents. Mais les enquêteurs vont bientôt découvrir qu'il a un plan qui est destructeur à un tout autre niveau. Son plan ultime était en fait de déstabiliser notre gouvernement et d'assassiner le président ainsi que le vice-président.
Je pense qu'il croyait que ce plan était à un stade où il était prêt à partir et à commencer à agir pour le mettre à exécution. Il avait besoin d'un véhicule. Il avait besoin d'argent. Il devait s'éloigner d'eux. S'il restait, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il prévoyait de faire. J'ai finalement été envoyé là-bas le 10 mars pour aller chercher Nikita au Kansas. C'est alors que j'ai rencontré Nikita pour la première fois. Depuis l'arrestation de Nikita il y a quelques semaines, il est détenu dans ce établissement sécurisé pour mineurs pour évaluation. Pendant le vol de retour, le comportement de Nikita était plutôt étrange compte tenu des circonstances. Il ne montrait aucune émotion ni inquiétude. Il semblait juste être là. Il était calme, il était silencieux. Il plaisantait parfois ou bavardait un peu, mais rien de ce qu'on attendrait de quelqu'un sachant que sa vie allait changer et qu'il retournait au Wisconsin pour affronter les conséquences de ses actes. Donc tu es né en Moldavie en 2007. Ta mère s'appelle Tatiana. Oui, Tu es venu aux États-Unis en 2017. oui. Tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Eh bien, je crois que c'était en 2015, ma mère a rencontré mon beau-père en ligne, sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Ouais. Et je crois qu'on est parti en vacances avec eux, un peu partout en Europe et ce genre de choses. Et finalement, ils se sont mariés et puis en juin 2017, on a déménagé aux États-Unis. Est-ce que ça a été difficile de venir de Moldavie aux États-Unis? Est-ce que c'était un processus compliqué? Je suppose que oui, en quelque sorte. Je veux dire, surtout en arrivant ici, j'avais un accent plus prononcé à l'époque. Oui. Et je suppose que parfois, pour certaines personnes, le prénom Nikita est un peu étrange. As-tu toujours vécu à Waukesha depuis que tu as déménagé ici? Oui, Ouais. Tu aimes bien ici? c'est bien. C'est pas mal. Aller à l'école, aller à Waukesha West, comment ça se passe à West, comment ça se passe au lycée? C'est bien. Ouais. De bonnes notes. Il avait l'air gentil, il avait l'air poli et il avait l'air ordinaire. C'est ça qui était intéressant. Je veux dire, si vous croisiez Nikita, vous ne diriez pas que c'est quelqu'un dont vous devriez avoir peur. C'était ce calme. Tout dans cet entretien me faisait penser, mon Dieu, as-tu vraiment tué tes parents? Et des clubs à l'école? Oui, membre du club de métal, donc en gros, communauté locale, type de bénévolat. Et FBLA. C'est quoi ça? Ça veut dire genre les futurs dirigeants d'entreprises d'Amérique. Et il y a différents trucs que tu peux choisir comme différents événements ou sujets. Et moi, j'ai choisi celui sur la cybersécurité. Il y a un examen à passer et il y a les régionales, les compétitions d'État et les nationales. J'ai passé les régionales, j'ai eu la 2e place. D'accord. Eh bien, félicitations. C'est vraiment une belle réussite. Et j'étais aussi en train de rejoindre la National Honor Society également. Les notes sont vraiment bonnes? D'accord. Tu sais où tu te situes dans la classe? 3e. D'accord. Tu comptes faire quoi après le lycée? Je pensais à Madison. J'essaie juste de me motiver, peut-être l'ingénierie. Il semblait bien réussir à l'école, il avait de bonnes notes et il a même été élève du mois une fois. Le problème semblait être que quand on a commencé à regarder, il n'y avait pas d'amis ou alors il y en avait très peu. Pour une raison ou une autre, il ne se liait pas avec les gens à l'école. Et la clé pour comprendre tout cela, c'est un camarade de classe de Casap qui décide de parler à la police. Maintenant, il faut noter que cette personne est désignée comme témoin A pour protéger son identité. Le témoin A est intervenu dans l'enquête parce que Nikita avait eu une sorte de communication avec elle avant de tuer ses parents, disant qu'il pourrait se suicider. Et ensuite, afin de, vous savez, éviter que ses parents ne traversent cela, il tuerait d'abord ses parents. Quand elle le confrontait à ce sujet, il se rétractait et disait « Eh bien, je n'ai pas d'armes, je ne le ferai jamais vraiment. » Et ils lui ont demandé comment il décrivait son éducation. Comment décrivait-il sa vie, sa maison, sa relation avec sa mère et son beau-père. Et il en parlait de façon très positive, pensait avoir eu une enfance merveilleuse, croyait avoir une bonne famille, ce qui rend tout cela encore plus choquant. Il passait beaucoup de temps en ligne pour ses relations sociales et cela l'a amené à adopter des opinions politiques étranges, voire inquiétantes. Rechercher des informations sur les fusillades scolaires, des tueurs de masse, chercher des meurtriers. Il avait une fascination étrange pour des choses vraiment sombres et effrayantes.
Il avait aussi partagé avec elle ce qu'elle a décrit comme des montages gore. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'était un montage gore, Témoin A a expliqué que les montages gore étaient comme des vidéos et des extraits de guerre sur lesquels on ajoutait de la musique russe. Témoin A considéré les propos de Nikita comme très sérieux. J'aimerais un peu te parler de pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Nikita. On a l'impression de savoir ce qui s'est passé et quand ça s'est passé, mais on n'a aucune idée de pourquoi c'est arrivé. D'accord. La seule personne qui sait pourquoi, c'est toi. Et pourquoi tu es au Kansas et pourquoi tu es parti. D'accord? Et j'espère vraiment que tu me parleras davantage du pourquoi que de ce qui s'est passé. D'accord. C'est ton histoire. Tu es le seul à pouvoir nous dire pourquoi. Et je te promets, je veux vraiment savoir, plus que tout le reste. Je veux savoir pourquoi. Oui, je pense que t'as les premiers points d'autorité. D'accord, c'est ton droit. As-tu des questions pour moi? Pas assez. D'accord, reste tranquille encore un peu. Si tu en veux un, tu peux en prendre un, d'accord? D'accord, merci. Alors, je vais te mettre les menottes, on va faire ça à l'ancienne, tu vas juste monter à l'arrière. Donc, si tu peux te lever, faire face au mur, je me sentirai beaucoup mieux. C'est un court trajet, donc elles seront enlevées rapidement. Nikita Kassab comparaît devant le tribunal 2 semaines plus tard. Il portait un gilet anti-suicide et il n'avait pas de chemise. Et j'ai vu Nikita sortir et il ressemblait à un adolescent maigre de 17 ans. Il ressemblait à un adolescent que l'on pourrait voir n'importe où. Il semblait effrayé et incertain, comme lors de la plupart de ses passages au tribunal. Je noterai que le premier chef d'accusation est homicide volontaire au premier degré. Ceci est un crime de classe A, passible de la réclusion à perpétuité en cas de condamnation. Le second chef d'accusation est aussi un homicide volontaire au premier degré, avec la même peine maximale. J'ai finalement retenu l'accusation d'homicide volontaire au premier degré, ce qui signifie que vous aviez l'intention de faire quelque chose, que ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête, que je croyais, en fait, que c'était planifié. Le troisième chef d'accusation est la dissimulation d'un cadavre. Et puis, il y a eu le vol de l'argent et des bijoux. Il y avait 10 chefs d'accusation au total. Dans la salle d'audience, personne n'est venu pour Nikita. Je veux dire, il n'y avait vraiment personne. On aurait dit que Nikita n'avait aucun lien avec qui que ce soit. Je vais lui fixer une caution d'1 million de dollars. Je pense que c'est approprié. Compte tenu de la gravité des crimes, de l'ensemble des circonstances et, franchement, de la solidité des preuves de l'État. Ce n'était pas une affaire que je pensais difficile à prouver. Certes, elle repose sur des preuves circonstancielles. Je n'ai pas de vidéo où on le voit tuer sa mère ou son beau-père. Cependant, toutes les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Il s'avère que cette histoire se transforme en un casse-tête bien différent de ce à quoi les enquêteurs s'attendaient. Lorsqu'ils examinent de plus près les téléphones portables et les ordinateurs de Nikita, ils découvrent qu'il ne fait pas que lire des choses sur les bas-fonds d'Internet. En réalité, il y participe activement. Nikita avait des activités en ligne et téléphoniques très préoccupantes. Il semblait qu'il avait une fascination pour les opinions politiques anti-gouvernementales et d'autres points de vue politiques extrêmes. Nous savons qu'il parlait sur l'application Telegram. Nikita est allée sur cette application à la recherche de ces personnes. Elle cherchait des néo-nazis. Elle cherchait des extrémistes. Ces groupes haineux ciblent en fait des personnes très précisément parce qu'ils veulent qu'elles sortent et fassent des choses. Et le vrai problème, c'est qu'ils peuvent le faire grâce à ce processus sur Internet, via des applications et des plateformes, ce qui les rend très difficiles à arrêter. Et c'est ce qui les rend si dangereux. D'après ce que je comprends, Nikita avait des opinions politiques similaires à celles de certains de ces autres individus qui commettent des attentats terroristes. Et donc, quand il a vu ces personnes passer à l'action, cela l'a presque poussé à faire du mal à des gens à son tour au nom de ses convictions politiques. Nous ne savions même pas jusqu'où cela allait. Est-ce que c'est réel? Quelle est l'ampleur de ce complot? Est-ce qu'il travaille avec d'autres personnes? Est-ce une situation terroriste? Et tout cela a été découvert par hasard quand il a tué ses parents. À ce moment, la police a contacté le FBI. Il s'avère cependant que ce n'est pas nouveau. Le FBI avait en fait enquêté sur Nikita Kassab 2 ans plus tôt. En 2023, la mère de Nikita avait en fait appelé les services du FBI et le FBI est venu mener une enquête, a décidé qu'il n'y avait rien d'important et est passé à autre chose.
Mais il y avait cette inquiétude concernant sa présence en ligne, le fait qu'il soit en contact avec certaines de ces organisations plus extrémistes. À l'époque, il n'y avait pas assez de preuves pour inculper Nikita Kassap de quoi que ce soit. Cette fois, c'est très différent lorsque les agents découvrent l'ampleur de son complot. Il croyait vraiment qu'il allait assassiner le président. L'idée, c'est que je vais prendre un drone, que je vais d'une manière ou d'une autre m'approcher suffisamment du président et que je vais larguer un engin explosif improvisé ou une bombe. Toute cette stratégie était son plan. Je vais utiliser un drone, je vais l'armer, et d'une manière ou d'une autre, je vais réussir à tuer le président des États-Unis. Il pensait qu'en éliminant le président, il pourrait alors accélérer l'effondrement de la société afin qu'elle puisse être reconstruite pour mieux correspondre à ses idéaux. Il était devenu tellement radicalisé qu'il croyait que le grand plan, vous savez, d'agir contre le gouvernement, était plus important que la vie de n'importe quelle personne qu'il aurait pu aimer ou non, ou dont il aurait pu se soucier ou non. Donc maintenant, tout à coup, ce jeune homme isolé et très solitaire a la possibilité de se retrouver dans un groupe de 10, 20, 30 personnes. Maintenant, il a des gens qui le comprennent. Maintenant, il a des amis. Maintenant, il sait exactement où il va. Et c'est ce qui rend cela si puissant. Ils lui disent tout ce qu'il veut entendre, lui offrant une vie qu'il pourrait avoir ailleurs. Pour lui, ce groupe pourrait représenter cette amitié, cette chose qui lui manque dans sa vie. Je crois qu'ils lui ont fait des promesses, du genre « Viens ici, et tu sais, si tu paies cette somme d'argent, voilà ce qu'on peut t'offrir. » Je pense qu'ils ont aussi vu qu'ils avaient là un gamin dont ils pouvaient profiter. Il leur a effectivement donné plusieurs milliers de dollars. Il a plus de 14 000 dollars en liquide. Il a des bijoux. Il a d'autres objets de valeur. Et la question est, est-ce que tout cela a été fait uniquement dans le but d'exploiter ce jeune homme? Juste pour qu'il puisse s'emparer de tous ses biens? Il était certainement dans ces salons de discussion où les gens parlaient de leur haine envers le gouvernement américain. Mais je crois que c'est lui qui a décidé qu'il devait peut-être acheter un drone et l'armer pour pouvoir faire ça. Mais ce complot d'assassinat n'était pas la fin du plan de Nikita. Non, il a même réfléchi à ce qui se passerait ensuite. Après avoir accompli sa mission pour tenter de tuer le président, il avait prévu de se faire discret en Ukraine pendant quelques années, puis de partir dans d'autres pays ou passer à autre chose. Il croyait qu'il pourrait passer inaperçu tant qu'il se cachait pendant un certain temps. Il ne cherchait pas forcément à vivre aux États-Unis, mais à faire cela, déstabiliser le pays, puis partir en Europe de l'Est. Il cherchait un endroit pour recommencer sa vie après avoir en quelque sorte détruit le pays. Je pense vraiment que dans sa tête, il croyait qu'il finirait en Ukraine et qu'il mènerait une vie normale. C'est sans doute pourquoi il a pris les albums de famille. C'est certainement pour cette raison qu'il aurait pris les certificats de naissance de sa mère et de lui-même, car il devait aller en Ukraine. S'il était parti plus tôt avec des billets d'avion, il aurait pu aller en Europe de l'Est ou ailleurs, car personne n'a su ce qu'il avait fait pendant un certain temps. Je pense qu'il n'a pas envisagé de se faire attraper. Et peut-être que c'est un peu dans la tête d'un adolescent de 17 ans, tu te dis, je peux m'en sortir. C'est pour moi incroyablement mal préparé, exactement comme quand on parle du fait qu'il utilise un drone pour tuer le président des États-Unis. Mais tu sais quoi? L'une des choses à propos des groupes haineux, des groupes extrémistes, c'est qu'ils peuvent échouer de nombreuses fois. Ils peuvent échouer de nombreuses fois. Ils n'ont besoin de réussir qu'une seule fois. C'est étrangement troublant. Et pour les forces de l'ordre, c'est extrêmement préoccupant qu'un adolescent intelligent puisse être radicalisé au point de prendre ce genre de mesures pour tuer les personnes qu'il aime le plus. En ce début d'année, Nikita Kassap attend son procès pour double meurtre. Mais ensuite, il y a une audience au tribunal et il s'y passe quelque chose que personne n'avait vraiment vu venir. Bonjour à tous. L'affaire est appelée aujourd'hui pour une audience de changement de plaidoyer. On m'a informé que l'intention de M. Kassap était de plaider coupable ou de ne pas contester les chefs d'accusation 1 et 2. On s'est tout dit? Quoi? Qu'as-tu à y gagner? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi changes-tu de plaidoyer? Tu pourrais aller jusqu'au procès et voir ce qui se passe.
Dis-moi si c'est vrai. Il est écrit « J'abandonne mon droit à un procès ». C'est vrai? Oui, Votre Honneur. Très bien. Examinons l'accusation portée contre vous, monsieur. Ou plutôt les accusations, devrais-je dire. Le chef d'accusation numéro 1 dans l'acte d'accusation allègue que le ou vers le 11 février 2025, vous avez causé la mort de la victime A, identifiée comme Donald Mayer, avec l'intention de tuer cette personne. Quel est votre plaidoyer pour le chef d'accusation numéro 1, monsieur? Coupable, Votre Honneur. Ce que j'ai vu, c'était une réponse très robotique lorsqu'il a plaidé coupable dans cette affaire. Oui, Votre Honneur. Oui, Votre Honneur. On pouvait littéralement voir sa chaise trembler. On pouvait voir que ses genoux devaient trembler sous la table des avocats pendant qu'il essayait d'en finir avec ça. Le chef d'accusation numéro 2 indique qu'à la même date et au même endroit, le 11 février 2025, à l'adresse indiquée, vous avez causé la mort de la victime B, identifiée comme Tatiana Kassap, avec l'intention de tuer cette personne. Comment plaidez-vous sur ce chef d'accusation, monsieur? Coupable, Votre Honneur. Très bien. Avez-vous commis ces infractions? Oui, Votre Honneur. Les gens veulent savoir pourquoi ne pas avoir porté l'affaire devant un tribunal, pourquoi avoir accepté un accord de plaidoyer. En fait, pour nous, notre objectif principal était qu'il accepte la responsabilité des 2 décès dans cette affaire. En consultant la famille, ils étaient d'accord pour dire que c'était une offre équitable. Je pense que cela nous donne la durée d'incarcération que nous souhaitions, donc il n'y a vraiment aucune raison de faire subir à la famille l'épreuve d'un procès. Êtes-vous d'une certaine manière surpris par sa décision de plaider coupable? Je suppose que je suis un peu surprise. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun inconvénient pour lui à aller au procès. Mais encore une fois, je pense que les tribunaux tiennent compte du fait que quelqu'un assume la responsabilité de ce qu'il a fait. Et je pense que c'est un facteur qu'ils prennent en compte lors de la condamnation. Plaider coupable aux 2 chefs d'accusation d'homicide volontaire donne également à Nikita un avantage distinct. L'État accepte d'abandonner les autres chefs d'accusation. Donc, même s'il ne fait aucun doute qu'il va recevoir 2 peines de prison à perpétuité, la question de la libération conditionnelle reste en jeu. Je pense que sa meilleure chance d'obtenir éventuellement une peine qui lui permettrait de réintégrer un jour la société était d'accepter sa responsabilité, de plaider coupable et d'espérer que le juge prenne cette décision. Très bien. J'appelle l'affaire État du Wisconsin contre Nikita Kassap. Alors que l'audience de détermination de la peine de Nikita commence, son avocat insiste sur le fait que son client a changé, sa façon d'être. Quelques semaines seulement après avoir interagi avec ses prédateurs en ligne et commis les actes terribles qu'il avait commis, Nikita Kassap était assis avec le FBI. Il participait à un entretien volontaire pour les aider de toutes les manières possibles à attraper les prédateurs en ligne en moins d'1 mois. Il est du côté des forces de l'ordre et essaie de les aider à arrêter les coupables. Il a effectivement rencontré des responsables fédéraux pour leur fournir des informations à ce sujet. Ils ont déclaré qu'il avait été très coopératif pendant cet entretien. Un des éléments qu'un tribunal peut prendre en compte lors du prononcé de la peine, c'est le fait d'assumer la responsabilité de ses actes. Par conséquent, il était en quelque sorte logique que l'on veuille reconnaître sa responsabilité afin de pouvoir au moins plaider pour la possibilité d'une libération à un moment donné dans le futur. Mais lorsque les amis et la famille font leur déclaration sur la façon dont les meurtres des parents de Nikita ont bouleversé leur vie, la cause de Nikita ne semble plus aussi solide. Les tantes et oncles par alliance ainsi que les grands-parents étaient présents au tribunal pour le condamner. Ils étaient là pour lui dire « Tu as détruit nos vies ». Ils n'étaient pas au tribunal pour soutenir Nikita. Personne ne l'a soutenu. Nous entendons Michael DeBona, un ami d'enfance de Donald Mayer, le beau-père de Nikita. Don est mon meilleur ami. Il était aussi un fils, un frère, un mari et une source d'amour, de rire et de force pour tous ceux qui le connaissaient. Sa femme était sa partenaire, qu'il aimait profondément et avec qui il envisageait l'avenir. En un seul acte de violence inimaginable, l'accusé a effacé non pas une vie, mais 2. Je demande au tribunal de reconnaître la gravité des faits, non seulement la perte de 2 vies, mais aussi la destruction de tout ce que ces vies ont touché. Votre honneur, je suis venu ici aujourd'hui en tant que représentant de ma famille pour partager l'impact profond que la perte de mon frère Don et de sa femme Tatiana a eu sur notre famille et leurs amis. On leur a délibérément ôté la vie lors d'un acte insensé
et impardonnable. La manière dont Don et Tatiana ont été tués est quelque chose qu'aucune famille ne devrait jamais avoir à endurer. Je crois qu'une personne capable d'une telle trahison et d'une telle violence représente un danger permanent pour les autres. Pour la sécurité de la communauté et en hommage à Don et à Tatiana, je demande qu'il soit condamné à passer le reste de sa vie en prison sans aucune possibilité de libération. Il est donc temps pour la procureure Leslie Bassey d'exposer ses arguments. Ce n'est pas juste un enfant ayant perdu le contrôle une nuit. Il était en colère contre ses parents. C'était un enfant qui avait tout pour lui. Il avait un foyer aimant, il avait une bonne éducation, il avait du soutien. Il partait vraiment en vacances avec sa famille. Et est-ce que je crois que certaines de ses recherches sur Internet l'ont amené à avoir des idées étranges? Oui, je le crois. Mais ce n'est pas Internet qui lui a dit de mettre ce plan au point. Ce n'est pas Internet qui lui a dit qu'il devait tuer ses parents. C'était la décision de cet accusé. Ce qu'il a fait montre un mépris total pour la vie humaine. Cela montre un individu qui ne mérite jamais de réintégrer un jour la société. Donc, je demande au tribunal d'appliquer la peine maximale, la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Et que les peines soient purgées de façon consécutive. Du point de vue de la défense, il soutenait que ces personnes étaient entrées dans son esprit et que c'est pour cela qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Ce tribunal peut et doit accorder une attention particulière à la réalité suivante. En février 2025, lorsque Nikita Kassap a commis ces crimes terribles, il était un enfant. Le jour où il a commis ces crimes, si Nikita Kassap avait essayé de s'engager dans l'armée ou de conclure un contrat, s'il avait essayé de voter à une élection, ou même simplement d'acheter un billet de loterie, les responsables lui auraient probablement tous donné la même réponse « Va-t'en, tu n'es qu'un gamin ». Pourquoi ces protections existent-elles? Elles existent parce que nous savons que les enfants ont tendance à être beaucoup plus impulsifs. Nous savons qu'ils sont plus vulnérables aux influences et pressions extérieures. Leur caractère n'est pas aussi bien formé ou développé que celui d'un adulte. Notre recommandation commune pour les deux chefs d'accusation est la réclusion à perpétuité obligatoire avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Le mémoire de la défense citait de nombreuses études sur la façon dont les enfants peuvent être vulnérables s'ils viennent d'un autre pays, s'ils n'ont pas d'amis. Je pense qu'ils sont encore plus vulnérables. Et je crois que tout cela est vrai. Je suppose que la partie que je n'arrive pas à comprendre, c'est de faire le lien entre le fait qu'il communiquait avec cette personne associée à un groupe et que c'est pour ça qu'il a tué ses parents. Et ce n'était tout simplement pas une conclusion appuyée par des preuves. Avant que le juge ne prononce officiellement la sentence de Nikita Kassap, cet adolescent prévenu s'adresse au tribunal. Monsieur Kassap, que voulez-vous me dire? Votre honneur, je voudrais commencer par présenter mes excuses à la famille et aux amis de ma mère, ainsi qu'à ceux de mon beau-père, Donald. À tous ceux qui les aimaient, à tous ceux qui ressentent de la douleur et du chagrin à cause de mes actes. Je suis désolé. Comme tout le monde, je savais que ma mère et Donald étaient des personnes gentilles et aimantes. Je veux dire, on dirait vraiment qu'il aimait sa mère et que son beau-père l'a vraiment traité comme son fils. Alors, est-ce que je pense qu'il a fini par regretter en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Oui, je le crois. Je crois vraiment qu'il l'a regretté. Et je m'inquiétais pour ma mère. Lorsqu'elle utilisait une échelle ou montait sur le plan de travail pour attraper quelque chose en hauteur à la maison, je m'inquiétais et insistais pour le faire à sa place. Ça, c'était la mère que j'ai tuée. La personne que je viens de choisir de tuer. La personne qui m'aimait quoi qu'il arrive. La mère qui a toujours pris soin de moi. Elle me manque, j'aimerais lui parler et... être avec elle. Je pense que quand je vois des larmes comme ça, surtout chez les jeunes, je pense qu'elles sont sincères. Je veux dire, les gens veulent que les choses soient logiques.
Les gens veulent croire qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre, et qu'ils ne coexistent pas. Et pourtant, on voit un garçon qui pleure la mort de sa mère, une mort causée par ses propres mains. Certaines choses sont vraiment irréconciliables. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. La vérité, c'est que je suis devenu obsédé par des pensées et des sentiments haineux. J'avais l'impression que le monde était un monde malsain et maléfique, que mes actions extrêmes pour essayer de le changer étaient justifiées. Je pensais faire partie d'une révolution, d'une guerre. Je pensais que les mauvaises choses devaient arriver pendant la guerre. Je ne peux pas blâmer les vidéos, la propagande et les personnes qui ont inspiré mes actions parce que j'avais la capacité de choisir le bien au lieu du mal. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je ne suis pas insensible au fait que j'ai ici un homme très jeune et que quelle que soit la décision que je prends, c'est une décision qui va affecter ce jeune homme pour le reste de sa vie. Je n'ai pas d'autre choix que d'imposer 2 peines de prison à perpétuité. Mais ce tribunal peut fixer une date à partir de laquelle une remise en liberté sous surveillance prolongée serait possible dans au moins 20 ans, où je peux décider que la personne n'est pas éligible à une libération sous surveillance prolongée. On a beaucoup discuté de la question de savoir s'il pouvait être réhabilité. Il a 17 ans. Pourrait-il être relâché dans la société dans 60 ans? Aurait-il une chance de libération conditionnelle? Alors je regarde, vous savez, les avantages et les inconvénients. Quels sont les avantages concernant Nikita Kassap? Il a assumé la responsabilité de ce qu'il a fait. Mais je mets cela en balance avec les actes horribles, terribles, inexplicables et incompréhensibles dans lesquels il s'est impliqué. Alors, que dois-je faire avec Nikita Kassap? Maintenant, je pèse ces éléments et cela m'amène à conclure qu'il n'est pas éligible à une libération sous surveillance prolongée. Parce que je ne sais pas, étant donné la nature de ces actes, je ne sais pas, vu ce qui s'est passé ici, quand, ni même si un changement profond et significatif est possible. Donc, ce que le juge a fait, c'est qu'il lui a donné la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il passera le reste de sa vie en prison. Je pense que la peine est appropriée. C'était prémédité, bien réfléchi, et ce n'était pas un acte de passion. Il a pris la décision consciente de tuer des personnes auxquelles il tenait pour mener à bien une attaque terroriste à des fins politiques, essentiellement. Je crois que quelqu'un qui est prêt à prendre ce genre de mesures violentes est une personne très dangereuse. Et je pense que le laisser sortir à n'importe quel moment de sa vie aurait été très dangereux pour la communauté et une erreur. Qu'est-ce qui l'a poussé à basculer? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait? Je ne sais pas si nous saurons un jour à 100% pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Dans cette affaire, nous avons autant de questions que de réponses. Il semble incompréhensible qu'un adolescent issu d'une famille aimante puisse tuer brutalement ses propres parents et comploter pour renverser le gouvernement. Mais il y a une chose qui est claire. Ceci est un avertissement pour les parents qui s'inquiètent de ce que leurs adolescents font en ligne. Ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'Internet peut être un endroit très sombre et dangereux et peut être un lieu très sinistre. Quand vous parlez à quelqu'un sur Internet, ce n'est peut-être pas votre ami. Cela peut être un homme extrémiste de 46 ans quelque part en Europe de l'Est.